tous. Ariane m'a tendu un double piège. Le premier est d'être le dernier à parler devant une assistance épuisée. Et le deuxième est de parler avant le déjeuner, donc devant une assistance qui a faim. Donc tout ça, c'est très mal parti. Cependant, je vais vous parler un peu de l'association des Amis de Gabriel Voisin, mais pour vous dire que son objectif est de faire connaître Gabriel Voisin. Et donc, contrairement à ce qui est écrit dans le programme, je ne vais pas vous parler des travaux en cours de l'association, mais je vais rentrer directement dans la mission de l'association et donc de vous parler de Gabriel Voisin lui-même. J'aurai d'autant plus de plaisir à le faire que, comme mon nom l'indique, ou peut l'indiquer, je suis le petit-neveu de Gabriel Voisin et que j'ai eu la chance de le connaître et de le rencontrer très fréquemment dans les 20 dernières années de sa vie. Ce qui me donne quelques petites références. Alors, vers 1840, on avait, monsieur le Britannique Kelly avait déjà défini les règles principales, les formules principales, les lois principales de l'aéronautique. Et donc, au début du XXe siècle, on savait très bien comment les avions, ou plus exactement le plus lourd que l'air, pouvaient voler. On savait comment ça pouvait se faire, mais on ne savait pas encore comment le faire. Alors, quels étaient ces pionniers dans les années 1900 qui voulaient faire voler des machines comme des oiseaux? Je ne vais pas les citer tous parce qu'on pourrait y en avoir une cinquantaine. Je vais vous citer ceux qui ont été le plus en rapport avec Gabriel Voisin. Clément Ader, je sais qu'il est représenté ici. Chanut, Hargrave, Lilienthal, le capitaine Ferber, les frères Wright, Santos Dumont, Blériot et bien sûr Voisin. Le principal problème que devaient résoudre ces pionniers était la stabilité des appareils. En effet, les vitesses atteintes par ces appareils étaient faibles. Et pour arriver à leur faire quitter le sol, les pilotes devaient adopter des incidences qui étaient toujours à la limite du décrochage. Ce qui faisait d'ailleurs que parmi les premières expérimentations de leur machine, la plupart du temps, elles finissaient le nez devant dans le champ devant. Donc, il fallait trouver la solution pour stabiliser ces appareils qui restaient lourds et à faible vitesse. D'où l'utilisation de planeurs qui ont été utilisés par tous les pionniers. On ne les décrit pas tous, mais tous les pionniers se sont amusés à faire voler des engins pour voir si on pouvait garder l'air le plus longtemps possible sans se pointer le nez dans le sable. Donc vous voyez des planeurs Voisins là en 1904, et Voisin était déjà assez jeune, enfin était encore assez jeune. En dehors de Clément Ader, on peut dire sans nul doute que les premiers vols réels ont été faits par les frères Wright, dès 1903. Mais, rappelez-vous, ils sont restés secrets. Les frères Wright n'ont jamais voulu avoir des officiels pour constater leur vol. En 1905, Blériot et Voisin se sont associés pour poursuivre avec des appareils différents l'expérimentation des planeurs tractés, soit par une automobile, soit par un canot à moteur sur la Seine. Vous voyez ces images, là on voit les planeurs tirés par une automobile. Le premier essai d'ailleurs a été assez concluant puisque grâce à celui qui avait subventionné le planeur, M. Archdeacon, il a eu la gentillesse de dire à Gabriel Voisin: vous ne croyez pas que ça ne serait pas plus sûr de mettre un sac de sable à la patte d'un pilote dans votre espèce de bazar? Et il bien lui a pris parce que le planeur a décollé, mais il s'est cassé en deux au bout d'une vingtaine de secondes. Donc finalement, c'était une bonne précaution. Alors ça s'est amélioré, comme vous le voyez sur ces photos. Les photos suivantes sont sur la Seine. Vous en voyez un en vol le 8 juin 1905, qui a fait d'ailleurs les actualités télévisées de l'époque. Il faut se souvenir que ce n'était pas sans danger. Et ce même jour, 8 juin 1905, Gabriel Voisin a failli se noyer aux commandes du planeur qui se trouve sur l'image du bas. Voilà, c'était quand même pas simple. Après
Rassurez-vous, ça c'est là. Après s'être séparés de Blériot, les frères voisins ont créé la première usine aéronautique au monde. Et on parlait de la région parisienne, de la disparition du patrimoine industriel aéronautique. Ben en voilà un. La première usine s'est située à Boulogne-Billancourt, l'usine s'appelait Appareil d'aviation Voisins Frères. Et c'est dans ces ateliers qu'ils ont commencé à réaliser les deux premiers avions significatifs. Le premier pour le sculpteur Léon de Lagrange et le second pour Henri Farman, ancien coureur cycliste et constructeur d'automobiles. Le premier vol effectué en France en public et officiellement n'est pas un voisin, mais c'est le vol de Santos Dumont sur son 14 bis qui, avec un moteur d'Antoinette de 50 chevaux, a réussi à parcourir 220 mètres à 6 mètres de hauteur. Et croyez-moi, c'était un exploit. Bien sûr, les frères voisins étaient là, ils en ont pris de la graine. Enfin, le 30 mars 1907, Charles Voisin, aux commandes du Delagrange numéro 1, est le premier Français à quitter le sol pour un vol contrôlé de 60 mètres. Et là, à partir de ce moment-là, on peut dire que les voisins avaient trouvé le truc. L'inventivité de ces pionniers de l'aviation n'aurait pas pu avoir les résultats qu'on connaît sans l'inventivité et l'ingéniosité des concepteurs de moteurs. Car le problème de moteur, c'était leur poids. Et donc, les constructeurs se sont attachés à faire des moteurs les plus légers possibles à puissance raisonnable. Donc, le plus connu a été le moteur de Levavasseur, l'Antoinette de 8 cylindres en V de 50 chevaux qui a équipé pratiquement tous les premiers avions de ces pionniers. Alors, Henri Farman, sur le Farman numéro 1, deuxième appareil construit par les frères voisins, a amélioré la technique de pilotage, a fait plusieurs vols réussis, et le 18 janvier 1908, à Issy-les-Moulineaux, sur le champ de manœuvre qui se trouve tout à côté, là, a réussi à faire un vol contrôlé d'1 kilomètre en circuit fermé. On ne se rend pas compte de ce que c'est, mais c'est un événement considérable dont la presse d'ailleurs a énormément parlé. Et ces pionniers n'étaient pas des gens qui avaient un historique très important, car Gabriel Voisin, ce jour-là, avait seulement 28 ans et son frère 30 ans. Alors, il s'octroie en faisant ce premier kilomètre un prix mis en jeu par Arch Deacon et Durr. Ah, mais il y a des roulettes dans cette œuvre. C'est pas grave, ça aurait fait de l'animation. Non, parce qu'il faut les réveiller. Complètement amortis. Hein. Et courage, ça vient. Après, je vous dis le menu. Donc, le prix 50 000 francs de or, croyez-moi, c'était bien pour l'époque. Et puis, c'était la gloire. Alors, on va quand même faire une petite digression. On ne peut passer sous silence la controverse que soulevèrent les partisans des frères Wright, qui, dès 1905, avaient déjà volé et probablement fait 1 kilomètre en circuit fermé. Je dis probablement parce qu'on ne les a jamais vus. Mais ils disent l'avoir fait. Et comme ils n'avaient pas de contrôle ni quoi que ce soit, déjà en soi, ils ne pouvaient gagner ce prix, puisque le prix précisait explicitement que le vol devait être contrôlé par des officiels. Donc déjà, ça n'allait pas. Mais alors le plus embêtant aux yeux de Gabriel Voisin, c'est que l'avion des frères Wright ne décollait pas de lui-même. Il fallait une espèce de château surportant un poids avec une catapulte qui était reliée à l'avion, qui lui-même naviguait sur un rail pour que l'aéronef puisse prendre une vitesse suffisante pour décoller. Or, le prix Arch Deacon et de la Motte précisait qu'il fallait que l'aéronef décolle de ses propres moyens et pas avec une usine à gaz. Donc, Gabriel Voisin a toujours défendu cette vérité et malgré ça, les frères Wright ont eu un très très grand succès en France, notamment au Mans en 1908 quand ils ont présenté leur appareil. Et ça a éclipsé un petit peu la qualité et l'importance du vol
du biplan de Farman en 1908. Alors, après ce vol historique, les choses vont aller très vite. Et les frères voisins recevront de nombreuses commandes d'appareils, trop à l'étroit dans leur usine de Boulogne-Billancourt. Ils resteront à Boulogne, mais se mettront dans une autre usine, toujours pour appuyer ce que vous disiez. On ne sait même plus où elle est, cette usine. Pourtant, elle a fait des avions en nombre incroyable, et ils se sont installés à l'usine du Point du Jour. À la suite des crues de 1910, ils ont dû déménager. Ils ont installé leur usine tout près d'ici, derrière le boulevard, enfin la rue Henri Farman. Et là, ça a été leur dernière usine de confection aéronautique. Vers 1911, je cite ça pour le fun parce que c'est assez marrant, Gabriel Voisin a créé, c'était pas le premier, mais a créé un biplan qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelait le Canard. Il s'appelait le Canard parce que la voilure principale était à l'arrière, le moteur aussi, et le stabilisateur à l'avant. Et ce Canard était à roue, à flotteur, mais aussi à roue et à flotteur. Et de ce fait, en octobre 1911, on eut le premier vol au monde d'un hydravion amphibie, capable de décoller d'ici les Moulineaux, se poser sur la Seine, revenir à ici les Moulineaux. Alors, il fallait bien apprendre à piloter, et moi je ne résiste pas à vous donner cette image, qui vaut quand même le coup du simulateur d'avant l'heure dans un tonneau. Il faut quand même le faire. À la fin des années 1911, Gabriel abandonne les avions cellulaires avec des queues en cerf-volant et s'oriente vers un biplan, toujours biplan, mais plus classique, avec un stabilisateur arrière en triangle, et puis surtout un moteur plus lourd et plus puissant qui était un Nomeron de 80 chevaux. Comme tous ses partenaires et camarades, il participe au concours organisé par l'armée et il a créé donc son avion qu'on appelait le Voisin militaire. Malgré le décès de son frère Charles le 26 septembre 1912 dans un accident d'automobile, Gabriel développe l'entreprise et produit 35 exemplaires du Voisin militaire que je viens de vous montrer tout à l'heure, mais surtout évolue très vite vers ce qu'on appelle le type 1, type 2, type 3, qui va terminer jusqu'au type 12 d'ailleurs. Et le type 3 que vous voyez sur cette image est un des avions les plus construits, aussi bien en France que sous licence à l'étranger. Et il avait la caractéristique d'être un des premiers avions en structure métallique, entièrement métallique, ce qui lui permettait d'être utilisé sur le front, tout près des lignes de front et dans des conditions de rusticité imposées par les combats du moment. Au fil du temps, les avions voisins vont s'alourdir, mais s'alourdir surtout parce qu'on leur donnait des motorisations et des capacités d'emport de munitions beaucoup plus élevées. Donc là, vous voyez un avion qui a 220 chevaux. Déjà, on a changé de dimension. Très vite, un petit bilan de cette production aéronautique, toujours dans l'usine d'Issy-les-Moulineaux, donc ça vous donnera quand même une idée de l'importance de cette production. Il y a environ 4800 appareils qui ont été produits. Alors c'est très dur à voir, parce que bien sûr, les appareils n'étaient pas comptabilisés comme maintenant, et environ 1280 qui ont été construits sous licence. Là, vous avez rapidement les différents types, mais on va aller un peu plus vite, parce qu'il commence à faire faim. En novembre 1918, Gabriel abandonne l'aéronautique pour se tourner vers la construction automobile. Il va développer son premier modèle en 1912 sur la base d'un projet étudié initialement pour Citroën par deux ingénieurs, Arnaud et Dufresne. Il s'agira de la voiture que vous voyez là. C'est une 4 litres de cylindrée qui développera jusqu'à 78 chevaux. Pour l'époque, c'était beaucoup. Ce modèle a des caractéristiques de véhicule avion voisin.
et il les gardera tout le temps dans ses productions. Et ces caractéristiques sont directement issues des constructions aéronautiques. Une stabilité remarquable par un abaissement du centre de gravité, un soin très très vigilant dans le centrage aérodynamique et une légèreté par un usage de l'aluminium le plus élargi possible. Enfin, les moteurs de toutes les voitures voisines étaient des moteurs sans soupape à chemise fluorescente du type Knight qui leur donnait un silence remarquable. Bon, je ne vais pas vous faire tous les modèles qui sont sortis entre 1920 et 1936, date de la fin de l'activité de Gabriel, mais je ne résiste pas à vous montrer des célébrités qui ne pouvaient pas s'empêcher d'avoir les voisins, évidemment. Donc Rudolf Valentino ou Joséphine Baker, c'est quand même une référence. Gabriel Voisin engagea ses véhicules dans des grands prix, notamment le Grand Prix de Strasbourg, où 4 voisins terminèrent aux 5 premières places, et dans le Prix de Tours. Et le Prix de Tours, vous voyez les voitures qui sont en bas, c'était la Laboratoire qui a fait pas mal couler d'encre, dont un modèle a été reconstruit entièrement aujourd'hui, et qui est venu de ici les Moulineaux à Tours par la route. Ensuite, il s'est tourné vers des records, et en 1929, les automobiles avions voisins avait engrangé 49 records. Oui, je précise avion voisin parce que Gabriel n'a pas changé sa marque quand il a commencé à construire des automobiles. Il a continué à garder et la cocotte et le label avion voisin. Comme pour les avions, le savoir-faire a fait l'admiration de ses pairs. Ils verront en Gabriel Voisin un personnage doué d'une étrange intuition, d'une âme ingénieuse et d'idées arvantes. On garde de lui le souvenir d'un virtuose du bricolage, inventif et généreux, doté de surcroît d'une obstination farouche et d'un caractère bouillant rehaussé d'une truculence de langage peu courante. Pour ceux qui ont lu ses mémoires, c'est quand même quelque chose d'assez caractéristique. Je ne résiste pas à citer un de ses biographes, avec un peu d'émotion, c'est quand même la famille. Hein. Bon, personnalité hors du commun, pourvu d'une étonnante capacité d'adaptation, Gabriel Voisin aura déroulé le fil de sa vie entre ombre et lumière, jonglant adroitement entre les exigences d'un marché industriel souvent chaotique et la ligne de conduite inflexible et résolue qui s'était fixée. Parmi les 250 voitures avions voisins qui restent dans le monde, notre association en possède par ses membres environ une centaine. Par contre, malheureusement, les avions, il n'y en a plus. Et ceux que vous verrez, ce sont soit des répliques, soit des morceaux d'avions, mais le plus souvent des répliques, y compris une réplique volante aux États-Unis qui a été réalisée aux 2/3, mais vous ne trouverez plus d'avions voisins. L'aluminium, c'était trop bon à consommer après que l'avion soit arrêté. Je vous remercie beaucoup. J'attends vos questions. Si vous avez... C'était tout à fait intéressant. Est-ce que vous avez une remarque ou deux avant d'aller déjeuner sur... voilà. Non, ils ont faim. Non. Il y a une question ici au milieu, Philippe. Deux questions ou remarques, je ne sais pas, mais... Voilà. Donc, la culture et Philippe Young. Moi, j'ai un petit peu découvert Gabriel Voisin en tant que passionné de mécanique. C'est quelqu'un qui, pour moi, faisait d'abord des voitures, et après, je me suis rendu compte qu'il avait fait aussi des avions. Et je trouve que c'est vraiment un très très grand précurseur. Enfin, j'ai eu l'occasion et le plaisir de travailler un peu sur lui. Et je trouve que c'est quelqu'un qui était vraiment un grand génie, qui malheureusement a été peut-être un peu amnésié par le fait que après la Seconde Guerre mondiale, on est passé à une voiture beaucoup plus populaire, une voiture de grande diffusion de masse, alors que l'art de Gabriel Voisin, c'était un art quand même qui était assez aristocratique, mais c'était vraiment tout à sa gloire, je crois. Merci. Philippe Young au milieu, là. Voilà. Philippe Young. Merci. Oui, alors il y a quelques corrections à apporter. Il y en a notamment une importante vers le début. À Conques, ce n'est pas du tout un voisin, c'est en fait le planeur Ferber, et c'est dans l'arrière-pays niçois.
Ah, peut-être, oui. J'ai recoupé sinon- un peu vite les photos. Hein. Oui, et sinon, effectivement, il faut quand même bien dire que le premier avion construit en série dans l'histoire, c'est le voisin cellulaire, une Oui. cinquantaine d'exemplaires. Hein. Absolument. Ben, je vous remercie de cette précision. Merci, Philippe. Bon, De toute manière, il faut savoir que dans un auditoire, vous en avez toujours un qui est plus fort que vous. ah ben oui, on est là pour ça, on est là à pour chaque ça. fois, hein, c'est normal. Après le déjeuner, on fait un Et quiz. c'est bien, ça revalorise le débat. Merci infiniment. Ah, Daniel Flao, ancien aérodrome, ici. Attends. Pas certain que vous ayez déjeuné. Ah, c'est vous qui êtes responsable hein, du délai, là, hein, Oui. Mathieu. Oui, mais on est là aussi pour Une les petite précision, Oui. en ce qui concerne les frères Wright, ce ne sont pas les premiers à avoir volé, puisque une étude sortira dans le magazine Anciens Aérodromes. Il y a eu des recherches qui ont été faites par M. Giacoia, qui est membre de l'association, et il s'agit maintenant de M. Whitehead. Whitehead qui est le nom américain, car il était né en Allemagne, il s'appelait Weisskopf. Donc, vous aurez plus d'informations sur les prochains magazines de Anciens Aérodromes. Ah, Merci, Daniel.